Dans les précédents cours, nous avons vu que l'activité intellectuelle s'est développée essentiellement autour de la mer Égée, Athènes, Milet, Éphèse, Abdère, et même au-delà dans certaines colonies grecques comme à Crotone. Avec les conquêtes d'Alexandre le Grand vers la fin du IVe siècle avant notre ère, cette culture va s'étendre principalement vers le sud et vers l'est en prenant une forme nouvelle, qu'on qualifie d'ailleurs de civilisation hellénistique. Cette période correspond à un accroissement des échanges commerciaux sur une échelle sans doute inégalée dans cette partie du monde. Ces activités ont ainsi favorisé l'éclosion de plusieurs métropoles intellectuelles comme Alexandrie, Antioche, Pergame, Nicée, Apamée, Cyrène au nord de l'actuelle Libye et bien d'autres. L'activité intellectuelle ainsi initiée va se maintenir quelques siècles avant de régresser jusqu'à pratiquement la fermeture de l'académie néoplatonicienne d'Athènes en 529 après Jésus-Christ par Justinien, qui voulait en fait instaurer une foi chrétienne unique et universelle. Ce qui a fait que la science hellénistique s'est développée d'une façon fulgurante, mais aussi d'une façon différente de la science grecque, peut être résumé en deux points essentiels. Le premier est que la science hellénistique est issue des échanges croisés des idées grecques avec celles qui s'étaient développées ailleurs dans le monde hellénistique. On voit ainsi naître une approche plus pragmatique de la science axée essentiellement sur les mathématiques, l'astronomie, la physique et l'innovation technologique. Le deuxième facteur est le mécénat. L'activité scientifique est soutenue financièrement par les princes dans les royaumes gouvernés par les successeurs d'Alexandre. À titre d'exemple, dans la ville d'Alexandrie, qui est devenue un centre de recherche scientifique majeur, deux institutions ont été édifiées sous la dynastie des Ptolémées, le musée et la bibliothèque. Dans la bibliothèque, on a réuni les ouvrages les plus importants de l'époque, environ un demi-million de volumes, et compte parmi ses illustres directeurs le célèbre Ératosthène de Cyrène, connu pour avoir mesuré géométriquement la circonférence de la Terre. Parmi les autres scientifiques qui ont étudié ou travaillé à Alexandrie, citons Archimède de Syracuse qui a posé les bases de l'hydrostatique et de la statique, Hipparque de Nicée célèbre sa découverte du phénomène de précession des équinoxes, Euclide, l'auteur des éléments en géométrie, Héron d'Alexandrie, un mécanicien qui a inventé plusieurs machines, Philon de Byzance célèbre pour ses automates, Pappus d'Alexandrie connu pour sa collection mathématique, et bien d'autres. Ce que vous voyez là, ce sont les fragments d'une machine qui ont été découverts en 1901 dans l'épave d'une galère romaine près de l'île grecque d'Anticythère. L'épave remonte au 1er siècle avant notre ère, donc à l'époque hellénistique. Cette machine en bronze comporte un système d'engrenage très complexe, constitué de plusieurs roues dentées disposées sur plusieurs plans. Un examen attentif révèle qu'il s'agit probablement d'un calculateur analogique permettant de déterminer la position astronomique des astres. Il s'agit donc d'une preuve tangible de l'habilité des ingénieurs et des artisans de l'Antiquité. La méthode axiomatique est un mode de construction idéal d'une théorie ou d'une science qui consiste à déclarer les définitions et les propositions admises comme point de départ, et qu'on appelle parfois axiome ou postulat. Ensuite, ces propositions seront utilisées suivant un raisonnement précis pour démontrer les nouvelles propositions et théorèmes. Les résultats ainsi obtenus seront utilisés à leur tour progressivement pour avancer dans la théorie. On retrouve l'axiomatique pour la toute première fois dans les éléments d'Euclide. Mais avant, qui est ce Euclide? Euclide est un mathématicien prolifique qui aurait vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui aurait reçu sa formation mathématique auprès des disciples de Platon. Il aurait enseigné au musée d'Alexandrie, le plus important centre intellectuel du monde hellénistique. Son principal livre s'intitule Les Éléments. Il sera pour plusieurs siècles à la base des enseignements de la géométrie dans le monde arabo-musulman et en Europe surtout. Il s'agit en fait d'un manuel d'introduction en 13 livres ou chapitres, couvrant toutes les mathématiques élémentaires et s'inspirant
largement des œuvres qui le précèdent. Une demi-douzaine des livres traitent de la géométrie plane élémentaire. Le plus impressionnant dans les éléments d'Euclide, comme je l'ai déjà précisé, c'est le langage et le style d'exposition. Un langage abstrait qui diffère sensiblement de l'aspect concret des mathématiques babyloniennes. En fait, le livre d'Euclide est considéré comme le plus ancien texte connu utilisant la démarche axiomatique. Cette axiomatisation repose sur ce qui suit. Euclide commence la majorité de ses livres par des définitions. Dans le livre 1 par exemple, il définit quelques objets géométriques tels que le point, la droite, la surface, l'angle, les droites parallèles, le diamètre. Il définit aussi quelques formes géométriques familières. Le cercle, le triangle, les quadrilatères comme le trapèze, le carré, le losange, etc. À titre d'exemple, la droite, il la définit comme une longueur sans largeur. L'angle aigu, il le définit comme un angle strictement inférieur à l'angle droit. Dans tous les cas, c'est le genre de notion que vous connaissez certainement bien. Après cela, il pose 5 postulats. Le premier affirme qu'entre deux points, on peut toujours tracer une droite. Le second affirme qu'on peut toujours prolonger indéfiniment une droite tracée entre deux points. Le troisième affirme que partant d'un point et d'une longueur donnée, on peut toujours tracer un cercle. Le quatrième affirme que tous les angles droits sont égaux entre eux. Le cinquième affirme que si une droite AB croise deux droites D et D', comme c'est représenté ici dans la figure, et de telle sorte que la somme des angles intérieurs d'un côté, alpha et bêta ici, soit inférieure à deux angles droits, c'est-à-dire que alpha plus bêta est inférieur à 2π, alors les deux droites D et D' se coupent forcément de ce côté-là. Ces postulats sont directement suivis de 9 notions communes. Inutile de les lister ici, car il se ramène généralement à dire qu'une égalité est conservée si l'on rajoute ou si l'on retranche une même quantité aux deux membres de l'égalité. Souvent, les notions de demande, de postulat, d'axiome, de proposition ou même de notions communes ne sont pas clairement distinguées les uns des autres dans l'histoire. Pour cette raison, je ne vais pas y prêter ici attention à ce genre de considération. Ce qu'il faut par contre savoir, c'est qu'après les définitions et après avoir posé les 5 postulats et les notions communes, Euclide va s'en servir dans les nouvelles propositions, que ce soit des théorèmes ou des problèmes de construction géométrique. Les résultats ainsi démontrés seront utilisés progressivement à leur tour dans de plus en plus de propositions. C'est ainsi, en suivant cette démarche, qu'il démontre dans le livre 1 le théorème de Pythagore et dans le livre 6 le fameux théorème de Thalès. Les 2 pages que vous voyez là sont de la première édition imprimée des éléments et qui date de 1482. Le livre a connu par la suite un nombre d'éditions estimé à plus de 1000 et qui n'est dépassé à cet égard que par la Bible. Cela montre bien l'importance accordée à cet ouvrage dans les siècles qui ont suivi sa rédaction, durant lesquels il a servi comme manuel de référence, même après le Moyen Âge. Considérons le premier problème du livre 1 des éléments, pour voir clairement comment Euclide procède. En bref, l'objectif fixé par l'auteur est que partant d'un segment de droite AB, on construit un triangle équilatéral. L'idée proposée ici est de tracer 2 cercles de même diamètre AB et ayant comme centre les points A et B. Les 2 cercles se croisent au point C. Il est clair que le triangle ABC est un triangle équilatéral, car tous les côtés ont une longueur égale au diamètre du cercle. Comme vous le voyez ici, si vous voulez, vous pouvez appuyer sur pause pour lire la totalité du raisonnement. Alors, Euclide va construire et démontrer le fait que le triangle est vraiment équilatéral d'une façon plus rigoureuse, en s'appuyant sur les postulats 1 et 3, sur la définition 15 du cercle, sur la définition 24 du triangle équilatéral, et enfin sur la première notion commune concernant la transitivité de l'égalité.
De tous les ingénieurs qui ont travaillé à Alexandrie, Archimède de Syracuse est certainement le plus célèbre. En physique, il est l'auteur de 2 livres majeurs, de l'équilibre des figures planes et des corps flottants. Tout comme Euclide avant lui, Archimède commence son livre de l'équilibre des figures planes par énoncer 8 axiomes, c'est-à-dire des propriétés admises comme vraies, comme nous l'avons déjà dit. Après cela, il donne une liste de propositions rigoureusement démontrées. À titre d'exemple, à partir de 3 axiomes simples, Archimède a construit une théorie des leviers toujours valable de nos jours. Les 3 axiomes sont: 2 poids égaux s'équilibrent à des distances égales. Quand 2 poids sont en équilibre, si l'on ajoute du poids d'un côté, la balance descend du côté où l'on a ajouté du poids. Quand 2 poids sont en équilibre, si on retranche du poids d'un côté, la balance descend du côté où l'on n'a pas retranché du poids. Cela lui permet notamment de démontrer la célèbre loi du levier qui s'élance comme suit. Si un poids grand P qui est à une distance petit d d'un point d'appui est en équilibre avec un poids petit p qui est à une distance grand D de l'autre côté du point d'appui, alors grand P fois petit d égale petit p fois grand D. Euclide et Archimède ne sont pas les seuls à utiliser l'axiomatique. Aristarque de Samos, un astronome grec considéré comme le précurseur de Copernic, car c'est lui qui a eu pour la première fois l'idée de la rotation de la Terre autour du Soleil. Alors ce Aristarque, dans son traité qui s'intitule Des grandeurs et des distances du Soleil et de la Lune, débute par énoncer 6 axiomes, sur lesquels il va s'appuyer pour estimer les tailles du Soleil et de la Lune par rapport à la taille de la Terre, ainsi que les distances Terre-Soleil et Terre-Lune. À titre d'exemple, dans le 4e axiome, il affirme que lorsque la Lune nous paraît réduite de moitié, sa distance angulaire est de 87 degrés. Ainsi, en utilisant cette donnée et les 3 premiers axiomes, Aristarque a déduit que le rapport de la distance Terre-Soleil à la distance Terre-Lune satisfait l'inégalité ds sur dl inférieure à 20 et supérieure à 18. Vous pouvez vérifier l'exactitude de ce résultat en remarquant tout simplement que cosinus de 87 degrés est égal à dl sur ds. Et donc, ds sur dl est égal à l'inverse de cosinus de 87 degrés. De plus, connaissant ce rapport, Aristarque a immédiatement pu déduire les tailles relatives du Soleil et de la Lune puisqu'il suppose qu'ils ont le même diamètre angulaire. Ainsi, pour Aristarque, le rapport du rayon du Soleil à celui de la Lune satisfait l'inégalité Rs sur Rl inférieure à 20 et supérieure à 18. Voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour ce cours. À très bientôt.